Donc, merci pour m'avoir donné l'opportunité de vous faire un petit point, loin d'être exhaustif, hein, mais un petit point sur où est-ce qu'on en est des éléments de connaissance concernant l'emploi du chlorure de lithium contre le varroa en apiculture. Et donc, je vais essayer de vous synthétiser un petit peu les principaux résultats. Aujourd'hui, on a une littérature qui commence à être un peu importante, à savoir que le premier article est sorti en 2018, relatant l'intérêt de cette substance en tant qu'acaricide. Par la suite, en 2020 et 2021, il y a eu deux publications chaque année qui sont penchées sur l'effet acaricide de cette substance en apiculture. Et cette année, ça a un peu explosé avec non seulement 5 publications qui ont trait directement à une application contre varroa, et des travaux qui commencent à s'orienter vers d'autres applications de lutte contre les acariens. Alors, dans les travaux concernant la lutte contre varroa, il faut voir quand même qu'on a une grande majorité des publications qui sont issues d'une même équipe hongroise, alors que la publication d'origine sortie par une équipe allemande de l'Institut d'apiculture régional d'Hohenheim a été complété par la suite par un autre travail, et que, grosso modo, on a une localisation entre l'Europe, en Europe de l'Est, hein, sur la majorité des travaux qui sont faits sur le sujet. C'est aussi cette équipe hongroise qui travaille à diversifier un peu les applications et à rechercher d'autres débouchés, portes de sortie pour ce composé. Alors, on en est aujourd'hui, hein, vous voyez par rapport aux affiliations de ces équipes, on est vraiment encore sur de la recherche fondamentale. On est toujours sur tester des doses, des modes d'application et regarder les effets sur les organismes et les effets, enfin, les organismes visés, les effets non désirables. Donc, encore rien de réellement applicable. Mais on a déjà des bonnes pistes et on voit que ça avance quand même de manière importante. Alors, d'où vient cette molécule? En fait, ce composé, il a été identifié de manière un peu tout à fait fortuite. Son pouvoir acaricide a été trouvé un peu par hasard. En fait, c'est une équipe, enfin, c'est l'équipe d'Oinam qui travaillait sur les ARN interférents. Donc, un système qui consiste à, une méthode de lutte qui consiste à apporter des ARN via du sirop aux abeilles. Les abeilles se nourrissent de ce sirop et vont intégrer ces ARN voilà, dans leur organisme. Et il se trouve que ces ARN ont été fabriqués de façon à pouvoir s'associer avec des expressions géniques du parasite, et ainsi interférer avec leur expression et les rendre ce qu'on appelle silencieux. Donc l'objectif, c'est de saturer un peu l'organisme de l'abeille pour que le varroa récupère ces ARN interférents et que ça perturbe sa reproduction et sa survie. Alors, il s'est trouvé que, bon, bah, souvent dans ces études, pour contrôler un peu ce qu'on fait, on introduit dans les expérimentations ce qu'on appelle des lots témoins. Donc là, en l'occurrence, il y avait un lot témoin avec un sirop qui n'était pas du tout complémenté avec des ARN interférents, et un autre lot témoin qui était complété avec des ARN, mais pas du tout, qui ne visait pas du tout varroa. Simplement, un lot témoin qui permettait de voir que l'organisme avait bien assimilé les composants en question. Donc, normalement, dans ce lot témoin de contrôle de l'assimilation des composés, pas d'attente d'un impact quelconque sur varroa, et pour autant, une mortalité inattendue des acariens. Alors, en cherchant un peu d'où pouvait venir cette mortalité, l'équipe a rapidement isolé le chlorure de lithium
Alors, en gros, pourquoi? Parce que c'était un composé qui était utilisé en grande quantité dans ce lot-là pour faire précipiter les ARN. Et donc, en récupérant ces ARN et en les intégrant au sirop, on a du chlorure de lithium. Alors, première publication qui s'est donc orientée sur déjà un apport aux abeilles dans du sirop de nourrissement, hein. Donc, c'est en nourrissant les abeilles que celles-ci vont ingérer le composé et les varrois phorétiques présents sur ces abeilles sont impactés par le chlorure de lithium ingéré par les abeilles. Alors, deux approches ont été faites pour commencer. C'est assez classique au niveau toxicité. Ça marche aussi bien sur les varrois que sur les abeilles. On fait ce qu'on appelle des doses-réponses, c'est-à-dire qu'on regarde la survie ou la mortalité ou des effets plus ou moins létaux sur l'organisme en fonction de sa concentration. Et on essaye de déterminer une dose à partir de laquelle on a un impact significatif sur la survie. Alors, de varroa, mais aussi de l'abeille. Puisque ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'en traitant varroa, on ne soit pas amené à avoir des effets non intentionnels sur les abeilles. Alors, en cagette, in vitro, en maîtrisant tout à fait les doses apportées, cette équipe est arrivée à définir une concentration qu'on va appeler petit c et une dose efficace contre varroa, pour laquelle on avait bien 100% de mortalité des varrois, donc les varrois phorétiques, même en exposition aiguë, donc même en faisant un apport de sirop dans une durée limitée de temps, qui était ensuite par la suite complété par un apport de sirop non traité. Donc, même sans maintenir les abeilles sous, entre guillemets, perfusion de sirop additionné de chlorure de lithium, mais en leur faisant un apport dans un court laps de temps, les chercheurs sont quand même arrivés à trouver une mortalité des varrois. Et surtout, très intéressant, en cagette, pas de mortalité d'abeilles. Voilà. Donc, on va voir que bon, ces résultats vont être un petit peu modulés avec les nouvelles connaissances qui ont été acquises par la suite. Mais voilà, ces résultats en fait qui ont établi les principes de base sur la lutte, sur l'emploi du chlorure de lithium, c'est-à-dire par nourrissement et avec une concentration et une dose efficace déjà déterminées dès la première publication. Donc ça va être repris par la suite donc au cours de, cette concentration va être reprise par la suite, mais au cours de de ce premier travail, l'équipe allemande s'est aussi intéressée à savoir si finalement le chlorure de lithium était le composé le plus actif, puisque l'hypothèse, c'est que l'action acaricide est liée au nombre d'ions que peut libérer le composé. Et donc, ils ont testé d'autres ions lithium, du chlorure, donc le composé d'origine, qui, comme le lactate ou l'acétate de lithium, ne libère qu'un ion, au sulfate de lithium ou au carbonate de lithium qui en libère deux, voire le citrate de lithium qui en libère jusqu'à trois. Donc, l'hypothèse, c'est à la fois de rechercher un composé qui est plus ou moins actifs, d'évaluer leur activité contre varroa, mais aussi de prendre en compte d'autres caractéristiques de ces composés qui vont être la solubilité, puisque l'objectif, c'est bien de le mettre dans une solution d'eau sucrée. Donc, il faut que le composé puisse avoir une bonne solubilité. Ils ont considéré aussi leur réactivité chimique, mais aussi le prix. Voilà. Donc, tout ça pour pouvoir évaluer que, en gros, tous ces composés ont une action acaricide contre varroa, une très bonne action qui va prendre plus ou moins de temps, entre 3 et 7 jours. Mais déjà, ils ont observé, puisque donc ces études sont faites à nouveau à la fois sur varroa et sur abeilles, en conditions contrôlées, mais ils ont observé que certains composés avaient provoqué une augmentation de la mortalité d'abeilles.
Donc ça, c'est des composés qui vont être mis de côté, voilà, qui n'intéressent pas dans le développement d'un traitement contre varroa. Par contre, ils sont intéressés plus précisément à comparer le chlorure de lithium et le citrate de lithium. Et ils sont aperçus qu'en cagette, autant ces deux composés avaient une très bonne activité acaricide, autant le citrate montrait une meilleure activité que le chlorure, puisqu'on obtenait des niveaux de mortalité supérieurs à des concentrations plus faibles. Voilà. Donc le citrate de lithium, visiblement, joue de sa force, entre guillemets, en ion et nécessitera moins de quantité à apporter, une concentration plus faible, pour obtenir le même résultat contre varroa. Bon, ils ont aussi cherché à savoir si d'autres composés pouvaient être actifs, hein, comme, voilà, avec des sels non lithium, comme le chlorure de sodium, donc le sel, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, et ces composés sont révélés sans aucune activité acaricide. Donc on est bien sur une action de ce composé lithium. Donc une première publie donc, qui établit bien le composé, sa dose et un mode d'apport aux abeilles. Alors, rapidement, enfin, dans le même temps, ils ont donc observé ça sur des abeilles et des varrois en conditions tout à fait contrôlées, dans des cagettes. Bon, on est encore loin des conditions de terrain, et en particulier, dans ces conditions contrôlées, la prise de sirop est beaucoup plus facilitée et homogène entre les abeilles. Donc, ils ont voulu voir un peu ce que ça donnait sur cette distribution de sirop entre abeilles sur un paquet d'environ 20 000 abeilles qui a été alimenté pendant 5 jours sans aucune limite avec ce sirop à la concentration petit c. Là. Et ces abeilles n'avaient pas possibilité de stocker le sirop et en même temps, il n'y avait pas de couvain. Donc, c'était vraiment des conditions à la fois euh, de, euh, de consommation du sirop par les abeilles et pas de stockage, et en même temps une exposition de tous les varrois sur les abeilles, donc directement au contact des abeilles qui entre guillemets, s'immunisaient avec ce lithium. Alors, ils ont testé 2 doses pour la concentration initialement établie comme étant efficace et une concentration doublée. L'objectif, là, c'était de pouvoir pallier une distribution du sirop entre abeilles qui ne serait pas efficace. Donc, pallier ça en augmentant la concentration et en permettant malgré tout à chaque abeille d'acquérir cette dose efficace contre varroa. Bon, le résultat sont très bons, hein, 89 à 80, presque 90% d'efficacité sur des paquets d'abeilles, donc dans des conditions qui se rapprochent déjà de conditions un peu plus pratiques. Bon, moindre que ce qu'ils ont pu observer en cagette, où on était quasiment à 100% de mortalité des varrois. Donc, on voit déjà là un petit gap, hein, entre les conditions contrôlées et les conditions un peu plus naturelles, avec une dégradation de l'efficacité obtenue. Et donc, une question qui se pose, voilà, doubler la dose n'a pas permis d'améliorer significativement l'efficacité contre varroa. Donc, une question malgré tout de distribution du sirop entre les abeilles du groupe. Alors, bien entendu, d'autres modes d'utilisation du chlorure de lithium contre varroa ont été testés, et en particulier par contact.
On sait que voilà, la plupart des acaricides, ou en tout cas dans les médicaments antivarrois dont on dispose, la plupart qui ont un effet par contact sont introduits dans la colonie au moyen de lanières. Donc, là, ils ont essayé de recréer ce mode d'apport avec des papiers qui sont imbibés de chlorure de lithium, d'une solution de chlorure de lithium à différentes concentrations. Et ils ont observé le comportement des varrois qui se déplaçaient sur ce support. Donc, ils ont pu observer des comportements anormaux, comme des tremblements, des varrois qui pouvaient chuter ou même rester immobiles sous l'effet du contact avec le lithium. Et donc, des effets plutôt sublétaux, hein, pas de mortalité directe. Mais surtout, ils ont observé que l'apparition de ces phénomènes était d'autant plus rapide que la concentration en chlorure de lithium était importante. Donc, voilà, fort d'avoir démontré un effet par contact, ils ont essayé après d'utiliser ces lanières imbibées dans une colonie avec des résultats. Alors là, je ne suis pas très sur les détails des applications parce que chacun a un peu testé différentes choses. Je ne veux pas trop vous noyer là-dedans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par contact comme ça avec des lanières, différents résultats ont pu montrer qu'on pouvait espérer avoir plus de 90% d'efficacité, avec des symptômes similaires voilà, de comportement, de tremblement, de chute, d'immobilisme, comme ça observé auparavant. Mais par contre, dans une autre étude, là, en utilisant un traitement par contact, par lanière, le niveau d'efficacité restait relativement bas. Voilà. Donc, c'est pas gagné, hein. Ce n'est pas parce que on imbibe des lanières avec du chlorure de lithium qu'on obtient automatiquement la bonne efficacité. Voilà, il faut trouver la bonne dose, euh, la bonne méthode d'introduction dans les colonies. Et donc, là, il y a encore du travail à faire. D'autres approches ont été faites, en particulier en utilisant du dégouttement. Donc, à nouveau, en utilisant cette solution de chlorure de lithium dans du sirop directement appliqué sur les abeilles, avec là différentes études qui montrent des niveaux d'efficacité de l'ordre de 84% pour un emploi unique, avec une dose de 10 fois la concentration apportée dans le sirop pour le nourrissement. Et lorsqu'on monte à 20 ou 30 fois cette dose de référence, des efficacités variables de 65 à plus de 99%. Voilà. Donc, un bon potentiel pour le dégouttement, avec une efficacité qui est améliorée en multipliant les dégouttements. Et en particulier, une étude qui a comparé cette approche avec la sublimation d'acide oxalique, hein, en succédant les deux traitements, en les combinant. Et ils estiment que le dégouttement à partir de chlorure de lithium pourrait être plus efficace qu'une sublimation d'acide oxalique. Et avoir surtout une durée d'action supérieure de l'ordre d'après eux, de 11 jours après l'application, alors que une sublimation d'acide oxalique reste efficiente pendant 3 à 4 jours simplement. Voilà. À savoir que dans ces cas-là, on reste malgré tout sur des modèles de colonies. Quand c'est testé sur des colonies, c'est des colonies qui sont toujours hors couvain. Donc c'est un point important, hein, c'est quelque chose qui avait déjà été abordé dès les premiers résultats publiés. Mais c'est voilà, cette condition d'utilisation qu'on connaît un peu aussi avec d'autres approches de lutte varroa,
qui consiste à être hors couvain à partir du moment où on fait une intervention dont la durée d'efficacité est relativement courte, en tout cas plus courte que la durée du cycle de varroa dans le couvent operculé. Voilà. Et un troisième, donc, et pour finir, un troisième mode d'application, la vaporisation qui s'est révélée inefficace. Voilà. Donc, de nouvelles conclusions, à la fois sur une autre façon d'appliquer le chlorure de lithium dans les colonies pour traiter varroa, et voilà, une bonne option hein, sur le dégoûtement qui semble plus efficace. Alors, on va voir par la suite que le mode d'application du chlorure de lithium peut impliquer d'autres risques, en particulier, comme pour tout ce qui est médicaments vétérinaires, on s'intéresse en priorité à l'efficacité contre le parasite visé, mais en même temps, il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effet non intentionnel sur l'organisme traité, la colonie d'abeilles et ses différentes composantes, ni sur les productions qui en sortent. Voilà. Et donc, c'est quand même toutes les questions qui tournent autour de l'utilisation du chlorure de lithium dans du sirop, puisque, voilà, comme je vous disais, cette première étude qui a essayé de démontrer, d'établir la dose efficace, à regarder donc l'impact sur la mortalité de varroa d'une part, mais aussi sur la survie des abeilles. Et en testant en parallèle une exposition chronique, c'est-à-dire en laissant tout le temps le sirop complémenté de chlorure de lithium à disposition des abeilles dans leur cage, ils ont observé une réduction de la durée de vie de ces abeilles. Les abeilles émergentes qui avaient une espérance de vie de 26 jours exposées en chronique au chlorure de lithium ont vu leur durée de vie, leur espérance de vie réduite à 19 jours, dans la condition des cagettes, hein, bien entendu. Par contre, en apportant le sirop que sur une période réduite de 24 heures, et en nourrissant par la suite les abeilles avec du sirop non additionné de chlorure de lithium, donc avec une exposition aiguë, ils n'ont pas observé de différence de mortalité des abeilles par rapport aux témoins. Donc, plutôt, dans le cadre d'un apport de sirop, un apport qui peut se faire de manière courte dans le temps, puisqu'on a vu auparavant déjà que ça n'impactait pas l'efficacité attendue de l'intervention. Alors, à nouveau, hein, on défriche par les tests au labo, et après, on va voir comment on arrive à appliquer ça dans les colonies. Et en l'occurrence, les expériences faites sur des ruches avec du nourrissement sont toujours faites avec la concentration de référence identifiée dès le début, mais avec parfois des quantités de sirop qui vont être variables et de l'ordre de 1 à 3 litres de sirop apporté à la ruche. Alors, les observations au rucher montrent que à partir, là, vous voyez là dans le temps, le début de l'expérimentation et l'observation donc en bleu de la mortalité des abeilles des colonies témoins, et en orange la mortalité des abeilles des colonies traitées. On voit que sur cette période ici, alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Sur cette période de traitement, à partir du moment où le sirop est apporté aux colonies, on va avoir un décrochage et une augmentation de la mortalité des abeilles traitées, avec en particulier 4 jours après l'apport du sirop, un pic dans la mortalité des abeilles. Alors, si on se penche sur l'accumulation ou la teneur en lithium dans l'organisme de l'abeille,
on peut quantifier aussi bien, enfin, dans les différentes parties de l'abeille, aussi bien dans la tête, le thorax et l'abdomen, une augmentation significative de la quantité de chlorure de lithium. De l'ordre de, là, je vous ai mis quelques chiffres pour, voilà, si vous les gardez en tête, vous pourrez faire les comparatifs par la suite, mais voilà, de l'ordre de quelques unités à plusieurs centaines de milligrammes par kilo d'abeilles. Voilà. Alors, cette quantité va augmenter rapidement avec l'exposition des abeilles au sirop, puis se stabiliser et décroître. Ça, c'est dans les abeilles ouvrières. Les reines d'abeilles qui ont été ainsi utilisées dans ces manips et qui ont été évaluées, qui ont été dosées, n'ont pas montré d'accumulation particulière de chlorure de lithium. Alors, ça restera à confirmer avec des cheptels ou des populations plus importantes à partir du moment où on aura un peu mieux stabilisé l'emploi de cette substance. Alors, par contre, voilà, sur les abeilles, des individus qui tolèrent plus ou moins l'exposition au chlorure de lithium. Par contre, pour le couvain, c'est tout à fait autre chose, puisqu'on peut observer une accumulation de cette substance dans les larves et jusqu'à plusieurs dizaines de milligrammes par kilo de larves, avec un maximum 3 jours après l'apport. Et surtout, des conditions de toxicité qui vont être très différentes entre les conditions artificielles, les conditions maîtrisées au laboratoire et les conditions plus naturelles au niveau de colonies en vol libre, pour lesquelles finalement la dose toxique va pouvoir être multipliée par 10 entre les conditions du labo et les conditions observées sur les colonies. Alors, à nouveau, on va questionner la distribution de ce sirop et la quantité de substances qui va pouvoir être absorbée par les larves. Alors, on sait que cette accumulation dans les larves va dépendre de la durée d'exposition. Alors là, à nouveau, c'est un point qu'on a déjà vu voilà, dans les études précédentes. La durée d'exposition, est-ce que c'est avec le sirop, est-ce que c'est de l'exposition chronique ou aiguë? On sait que ça a un impact déjà sur les abeilles adultes, mais ça l'est d'autant plus, ça a un impact d'autant plus important sur le couvain. Et un apport chronique en sirop dans des colonies qui sont ce qu'on appelle en vol libre, des colonies complètes composées d'abeilles, de couvains, avec un accès à l'extérieur qui vont se développer au fil de la saison. Si on fait un apport chronique, on maintient ces colonies en leur apportant du sirop complémenté de chlorure de lithium tous les jours pendant une durée importante. Rapidement va se développer des malformations du couvain, en particulier des pupes, et avec des développements incomplets des différentes parties de l'insecte, tête, thorax, abdomen. Et tout cela va induire de fortes mortalités de couvain. Donc, vraiment, aujourd'hui, on a une grande question sur la compatibilité de cette molécule avec la présence de couvain. Alors, on n'est pas dans les mêmes conditions que pour d'autres substances pour lesquelles il est impératif, l'absence de couvain est impérative pour garder une efficacité contre varroa. Là, l'objectif de l'absence de couvain lors de l'utilisation d'un tel composé serait de préserver la colonie. Alors, ça pose d'autres questions aussi. C'est l'impact sur les abeilles ou le couvain. Alors, pour les abeilles, il va être direct puisqu'elles s'alimentent elles-mêmes du sirop additionné. Pour le couvain, ça va passer par
d'autres ressources dans la ruche, qui vont être, bien entendu, le pain d'abeille et le miel. Donc, qu'en est-il de l'accumulation de ce produit dans le pain d'abeille? Ben, à nouveau, on voit que 4 jours après l'apport d'un sirop complémenté, on a une augmentation de la teneur du pain d'abeille significative, de la teneur du chlorure de lithium dans le pain d'abeille. Alors, ça, on, on voit que c'est sur le même pas de temps et c'est concomitant avec l'accumulation dans les larves. Donc, on a bien un lien entre la contamination du pain d'abeille et la contamination des larves. Un élément qui est peut-être un peu plus, qui coulait peut-être plus de sources, c'est les risques de résidus dans le miel, puisque le sirop qui est apporté pourra avoir deux destinations, soit être consommé directement par les abeilles, mais là, il faut qu'on ait des conditions assez particulières pour qu'elles consomment directement un sirop comme ça, entre guillemets, frais, ou le sirop apporté va pouvoir être stocké et, mûri par les ouvrières pour devenir le miel qui va être consommé par la colonie. Alors, dans ce miel, il y a bien évidemment des augmentations de teneur qui peuvent être très variables hein, d'une expérimentation à l'autre. Mais qui peuvent aller de quelques dizaines de milligrammes à plusieurs centaines de milligrammes par kilo de miel. Et par contre, donc, si cette substance est capable de s'accumuler dans le miel, on voit aussi que dans les différentes parties de la colonie, elle a une cinétique particulière, cette substance. Aussi bien donc dans les différentes parties de l'abeille. Alors là, c'est une étude qui comparait différents compartiments après avoir nourri les colonies. Donc, dans les abeilles, comme dans le miel, ici, ou le pain d'abeille, on a une augmentation importante de la teneur en chlorure de lithium pendant les 10 premiers jours après l'apport. Et petit à petit, cette teneur va se réduire et revenir à un niveau, entre guillemets, normal après 15 jours, 3 semaines. Alors, plusieurs phénomènes peuvent être impliqués là-dedans, comme de la détoxication pour les abeilles, comme du mélange avec d'autres origines de nectar et tout le travail de mûrissement du miel que font les abeilles. Donc, les phénomènes sous-jacents ne sont pas bien identifiés, pas bien connus, mais au moins, on peut se dire qu'un apport à un moment donné va être, on peut espérer qu'il ne se maintienne pas dans le temps et que très rapidement, des phénomènes viennent contrebalancer et ramener la colonie à son état normal. Pour finir, juste un petit coup d'œil sur la cire d'abeille avec pas d'accumulation hein, observée dans la cire, donc du fait du caractère hydrophile du chlorure de lithium. Donc, pas du tout attractif ne s'accumule pas du tout dans la cire. C'est peut-être un des éléments intéressants si on arrive à obtenir un nouvel acaricide contre varroa, c'est que celui-ci, a priori, ne risque pas de s'accumuler dans la cire. Donc, voilà où on en est sur les connaissances et l'avancée hein, petit à petit des connaissances sur son emploi contre varroa. Alors, je vous disais, cette même équipe cherche d'autres applications et a publié cette année sur des emplois contre l'acarien rouge des volailles, hein, qui est un modèle assez proche de celui du varroa. Je sais on a été amené à envisager de tester des méthodes appliquées hein, dans les élevages de volailles, appliquées et les transposer dans les ruches d'abeilles. Voilà, sans grand succès aujourd'hui, mais on sait que c'est un modèle assez proche de ce qui nous concerne. Ensuite, les traitements de la tique du chien ou de l'acarien jaune. Hein. Donc, on voit que on peut trouver des applications puisque les tests montrent toujours une mortalité induite par le chlorure de lithium sur ces différents
acariens. Et donc, un acarien, un autre acarien problématique en élevage animal, un acarien problématique en santé humaine et en élevage d'animaux domestiques, et puis un troisième acarien très problématique en protection des cultures, puisque il fait face à la fois à des phénomènes de résistance, enfin, les agriculteurs font face à la fois à des phénomènes de résistance et, et un appauvrissement, une raréfaction des acaricides disponibles sur le marché. Donc, comme quoi l'apiculture n'est pas la seule dans ce cas de figure. Alors, un petit mot quand même rapidement pour finir. Le chlorure de lithium, il est employé depuis longtemps dans des traitements, les traitements de l'humeur, la dépression, les troubles bipolaires. Il est testé aujourd'hui dans les dysfonctionnements musculaires des dysfonctions musculaires congénitales, pardon. Donc, on connaît déjà son effet sur l'homme et en particulier les risques qu'il peut induire. Donc, à tel point que il y a quelques années, l'ANSES a même proposé de classer cette substance parmi les substances présentant un danger pour la fertilité et le développement fœtal. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations sur le résultat de cette démarche, mais ce qui voudrait dire que, quoi qu'il en soit, si le chlorure de lithium était reconnu comme une substance dangereuse par la Commission européenne, il y aura de fortes chances qu'une limite maximum de résidus doive être établie. Hein. Quoi qu'il en soit, elle sera évaluée, mais pour une substance non dangereuse, comme par exemple l'acide oxalique, il n'y a pas de LMR défini, même si elle a été évaluée, elle a été évaluée comme nulle. L'acide oxalique n'est pas considéré comme suffisamment dangereux pour être limité dans l'apport quotidien via l'alimentation. Là, on peut se poser des questions pour le chlorure de lithium. Voilà. Il reste quand même une démarche supplémentaire à faire dans toute procédure visant à un emploi autorisé. Merci beaucoup, Julien. Voilà. Donc, un véritable intérêt manifeste, mais encore aujourd'hui, il faudra étudier comment apporter cette substance dans les ruches pour être toujours efficace contre varroa, sans impacter les abeilles et surtout avoir, tant qu'un laboratoire n'aura pas engagé les démarches nécessaires pour développer un médicament et le faire autoriser, une substance qui est qui ne peut pas être utilisée dans les colonies d'abeilles pour lutter contre varroa. Pour le moment, on est encore beaucoup trop tôt, à la fois dans les connaissances, mais aussi dans la démonstration de son innocuité sur les colonies.